Salut tout le monde et bienvenue à cet épisode d'Inspire Leadership Podcast, votre intersection entre votre croissance et votre leadership. En réfléchissant à la saison 6, je me suis dit, ben, j'aimerais apporter davantage des éléments, non seulement des éléments que je pense qui pourraient être très, très, très profitables pour les gens qui nous écoutent au niveau du travail qu'ils ont à faire, puis même au-delà de l'école, là. Donc oui, il y a beaucoup de personnes en éducation qui nous écoutent, mais il y a des gens aussi qui ne sont pas en éducation qui nous écoutent. Puis je me suis dit, ben, on aimerait ça que ça soit pertinent pour eux aussi. Et puis, une des premières personnes qui m'est venue en tête, ben, c'est Stéphane Bond, bien sûr, qui est mon invité aujourd'hui, parce que on a travaillé ensemble. J'ai appris à le connaître très bien, non seulement comme direction d'école à un moment donné. Stéphane est venu accompagner notre école, mais aussi comme direction de service. Et puis Stéphane qui accompagnait le conseil scolaire en tout. Mais Stéphane va nous parler de ça tantôt parce qu'il accompagne plein de gens. Mais aujourd'hui, je me suis dit, on va parler de pensée critique, en particulier comment on peut faire des liens, le pont avec nos fonctions exécutives. Euh, et puis, les gens qui nous écoutent, moi, je vous encourage fortement d'aller vous chercher un stylo et du papier parce que vous allez vouloir prendre des notes. Ça va être un épisode très riche. Un épisode où est-ce que vous allez apprendre par rapport à la pensée critique, par rapport aux fonctions exécutives, mais vous allez apprendre du docteur Stéphane Bond qui fait beaucoup d'accompagnement partout dans le monde. Donc, j'ai hâte qu'il partage ses expériences avec nous puis ses idées. Mais écoute, aujourd'hui, il me fait un grand plaisir d'accueillir le professeur et clinicien, chercheur aussi hein, à l'Université de Hearst, docteur Stéphane Bond. Stéphane, bienvenue au podcast. Merci beaucoup pour l'invitation, Joël. Ça me fait plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Écoute, c'est un sujet qui me touche à cœur parce que, comme tu l'as dit, en plus d'être professeur, je suis quand même clinicien depuis des années. Ouais. Et pour moi, tout ce qui est pensée critique, tout ce qui est aussi fonction exécutive, que moi j'appelle souvent compétences exécutives, et l'impact que ça a autant sur le leadership et tout. Donc, le fait de pouvoir enseigner à l'université dans ce contexte-là, mais comme tu as dit aussi, de travailler avec des collègues en milieu scolaire. Donc, ça me fait plaisir de pouvoir justement échanger avec toi sur ce sujet-là. Et surtout, le fait de comprendre que quand on parle de leadership et fonction exécutive, on doit vraiment se questionner sur le savoir, savoir-faire et savoir-être pour trouver un équilibre entre le style de leadership que je crois avoir Ouais. et ce que j'aimerais améliorer comme leader. Ah, ben c'est parfait. Puis c'est drôle que tu parles de ça parce que ça, c'est ton approche. Une approche que j'ai vraiment appréciée. C'est une approche qui intègre le savoir, le savoir-faire puis le savoir-être. Je vais parler de ça tantôt. Mais avant ça, Stéphane, on se jasait avant qu'on ait débuté l'enregistrement. Puis étant donné que c'est ton premier podcast, donc tu me confiais ça, mais là, moi, je le confie à tout le monde qui nous écoute. Fait que je suis vraiment heureux que c'est ton premier, puis je suis certain que ce ne sera pas ton dernier, mais avant de commencer, là, on va te parler de fonction exécutive puis Mhm. de pensée critique. Stéphane, pourrais-tu nous parler un peu de toi, brièvement, là, tu sais, Oui, où est-ce que tu habites, puis tout oui, ça, pour que les gens puissent apprendre à te connaître un peu. oui, oui, écoute, ça me fait plaisir. Écoute, je suis originaire d'Hawkesbury, donc une petite ville franco-ontarienne. J'ai eu la chance de tout faire mes études à l'Université d'Ottawa. Donc, j'ai OK. fait mon bac, mes deux maîtrises, puis mon doctorat là. C'est sûr qu'à la base, je me suis spécialisé dans le monde de l'autisme parce que c'est important pour moi de me spécialiser là-dedans. Donc, j'ai fait mes études doctorales qui m'ont emmené justement, Joël, dans le monde de l'autorégulation pour avoir travaillé en enfance sans difficulté. Et après ça, ben, j'ai travaillé à temps plein pour le CSD-CO dans l'Est qui m'a donné la bébite de vouloir aider les conseils scolaires. Après, j'ai travaillé à CHIO, donc j'ai Mhm. resté dans le milieu scolaire, dans le programme d'accompagnement en milieu scolaire de tout ça. Et à partir de ce moment-là, ben, j'ai aussi travaillé avec l'ensemble des conseils en Ontario, en Saskatchewan. J'ai développé un modèle d'autorégulation en France, que ça fait 10 ans que je suis là. Toutes ces expériences-là m'ont permis de m'améliorer constamment et aussi d'avoir beaucoup de reconnaissance envers les enseignants, les éducateurs, mais aussi les directions adjointes, surintendants et même les directions générales que j'ai travaillé. Donc, j'ai eu la chance, moi, de travailler avec tous les niveaux dans l'accompagnement depuis. Donc, je fais du coaching, j'ai fait du coaching, j'ai fait de la consultation,
dans plusieurs milieux scolaires anglophones et francophones. Oui, puis comme je disais au début, tu sais, c'est tellement une expérience variée. J'ai aussi dit au début qu'on voulait que, tu sais, de qu'est-ce qu'on parle dans les podcasts, ça soit vraiment quelque chose de profitable pour tout le monde qui nous écoute. Puis, on parle d'éducation, là, Stéphane, c'est certain, mais vous allez voir qu'en écoutant un podcast, si vous n'êtes pas en éducation, vous allez pouvoir faire des liens avec votre réalité que vous vivez. Moi, je pense juste, tu sais, comme direction d'école, puis c'est là que j'ai appris à te connaître au début du temps que j'ai appris à te connaître, Stéphane, c'était quand j'étais direction d'école, et puis tu es arrivé, puis dans le conseil scolaire, puis tu as accompagné notre personnel. Puis j'ai rapidement réalisé que le travail que tu as apporté, l'approche que tu as apportée, puis on va parler de ça un peu tantôt, Mhm. le travail au niveau des fonctions exécutives, ben c'est certain qu'on parlait d'élèves. On parlait Oui. d'élèves. Mais moi, j'ai rapidement réalisé, et grâce à des conversations qu'on a eues, moi et toi, que ça ne s'applique pas juste aux élèves, là. Tu sais, moi, Non. j'avais un personnel dans mon école, et puis j'ai rapidement vu que comme leader, je suis mieux de bien comprendre l'aspect des fonctions exécutives et puis qu'est-ce qui motive les gens, qu'est-ce qui font en sorte qu'ils sont organisés ou non, qu'est-ce qui les motive. Si moi, je suis un leader et puis ma responsabilité, c'est d'accompagner mon personnel parce que moi, je suis pas proche des élèves là, en termes de direction d'école. Les gens avec qui je suis plus proche puis que j'ai la plus grande influence, c'est le personnel, les adultes dans l'édifice. Puis j'ai réalisé rapidement, Stéphane, que ces mêmes principes qu'on travaillait avec les élèves, ben, ça se travaille. C'est pas juste pour des élèves, là, c'est pour tout le monde. Puis si toi, tu es en business, tu as des employés, ou même toi-même, ça s'applique à toi-même et tes employés, n'est-ce pas? Oui, c'est hyper important ce que tu dis parce que c'est la compétence du transfert du savoir au savoir-faire aux élèves part de l'adulte. Donc, l'adulte qui lui-même ou elle-même a à réfléchir sur ses propres compétences exécutives par rapport à, tu sais, quand tu parlais de direction d'école, mais ici, une direction d'école doit tout le temps réfléchir, doit tout le temps planifier doit avoir cette flexibilité cognitive-là, justement, dans la prise de décision, parce ils ont des attentes du conseil, mais ils ont aussi les familles, ils ont aussi leur équipe devant eux. Donc, je pense que ce qui est important de ce que tu dis, c'est qu'on le sait, au niveau des compétences exécutives, par exemple, il y a un lien direct entre le niveau de compétence de l'adulte et l'autorégulation chez leur enfant. Donc, que ce soit un élève, que ce soit comme parent, que ce soit comme leader, tout qui part de toi au niveau des fonctions exécutives. On parle tout le temps de planification. Quelqu'un qui Oui, sait bien planifier, c'est quelqu'un qui sait bien gérer son temps et oui, de gérer son équipe. Alors, tu as complètement raison, c'est tout part de l'adulte et par la suite, c'est transféré vers les enfants. Et la beauté du savoir-faire dans ce cas-ci, c'est d'offrir des occasions aux enfants de développer ces compétences-là. Et donc, c'est la planification qui est beaucoup touchée dans ce contexte que tu viens de me parler, là. C'est oui. important ce que tu as dit. Parce que comme leader, ben nous, on doit le comprendre. Puis comme adulte qui travaillons auprès des enfants, si moi je suis un prof ou un enseignant ou une enseignante, je devrais dire à l'élémentaire de maths à 12, là, Oui, ou même un professeur à l'université ou au collège, ben, tu sais, moi, je dois comprendre qu'est-ce que c'est ça pour débuter. Puis la raison pourquoi que ça m'avait frappé cette fois-là, comme longtemps passé, quand tu es arrivé dans mon école pour nous accompagner, c'est parce que ça me fait penser à la loi du couvert de John Maxwell. La loi du couvert dit que ma capacité comme leader, donc mes connaissances, mes habiletés, ben c'est ça qu'est-ce qui peut limiter mon influence ou mon niveau de leadership ou mon influence sur les autres. Donc, moi, je suis une personne qui était et qui est encore toujours à la recherche de bâtir mes compétences et puis de savoir, ben, qu'est-ce que moi j'ai besoin de comprendre puis d'être modèle pour que je puisse ajouter de la valeur aux autres. Donc, de la même façon qu'on arrive, puis le travail que tu fais, puis on va en parler avec les élèves pour développer, aider à développer leurs compétences. Mais moi, je dois le comprendre aussi comme leader. Puis, si je suis pour le faire avec les élèves ou si je suis pour le faire avec le personnel, ben, je dois comprendre qu'est-ce que c'est. C'est pas juste quelque chose que on dit aux élèves de faire, puis nous, on reste assis à notre bureau et puis on n'est pas impliqué là-dedans. Non, 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 ça implique tout le monde dans la salle de classe, n'est-ce pas?
Oui, puis j'adore que tu as pris ce cadre-là, tu vois. Puis si j'ajoute justement à ce beau cadre-là, tu vois, pour moi, autant comme prof à l'université ou quand j'accompagne des adultes, moi, je me suis beaucoup basé sur la théorie du traitement d'information puis la pensée critique. Donc, OK. information du leadership. Alors, ça se rejoint vraiment. Je vois, tu sais, pour nous, les étapes que j'enseigne tout le temps quand je travaille avec l'adulte, tu l'as bien dit, c'est la perception puis l'attention sélective de savoir c'est quoi les besoins de mon école, de savoir c'est quoi les besoins de mon équipe. Après ça, ce qu'on appelle la catégorisation cognitive, c'est la capacité de discriminer cette information-là, de la Ouais. mettre et de planifier comment est-ce que, tu sais, ça va être quoi mon plan d'action. Après ça, ben, c'est pour ça, tu le sais, mon modèle, c'est le savoir-faire, c'est comment est-ce qu'on intègre ça dans le quotidien, parce que c'est beau l'avoir en théorie, et le raisonnement, puis après ça, c'est vraiment l'action. Donc, ça, j'apprécie beaucoup de te parler de ça, parce que pour moi aussi, j'ai tout le temps eu un cadre qui m'a guidé, puis qui me permet d'apprendre encore de tous les gens avec qui je côtoie. Donc, c'est un beau lien que tu fais là. Oui. Et la raison pourquoi je me suis dit, ben, ce serait intéressant de parler de pensée critique parce que Mhm. c'est quasiment comme ça mon cadre, comme que tu viens Oui. pas mal le dire, là. Tu sais, on sait que la pensée critique, ben, c'est l'art de ne pas accepter une information qu'on reçoit juste parce qu'on l'a présentée. Tu sais. Ouais. Puis là, tu viens de le dire. Non, non, on veut prendre cette information-là, on veut examiner les Mhm. infos, on veut poser des questions, tu sais, ça vient d'où, est-ce qu'il y a des preuves, etc., pour qu'on puisse arriver à une évaluation logique. Puis, toi, qu'est-ce que tu as apporté dans mon école comme direction d'école? Puis, j'ai hâte d'aller comme un peu dans le modèle que toi, Mhm. tu te sers là, dans les conseils scolaires. Bien, ici en Ontario, là, les conseils scolaires francophones, je pense que c'est la même chose en anglais. Mais c'est qu'est-ce que j'ai apprécié, c'est que, étant donné que ça, c'était mon cadre comme leader, puis moi, je véhiculais, je fonctionnais basé sur ce principe-là. Euh, le fait que j'ai compris, c'est tout l'aspect de, ben, pas peut-être tout, mais au moins la base de qu'est-ce que c'est des fonctions exécutives. Ça veut dire quoi? Ça implique quelles compétences exactement? Ça a de l'air à quoi? Ça sent à quoi? Ça goûte quoi? Puis ensuite, comment est-ce que je fais pour aider les autres à la développer? Bien, ça a ajouté à toutes ces trois étapes-là que je viens de décrire, qui est la pensée critique, qui me permettent d'arriver à des solutions ou des décisions qui sont éclairées, pas juste moi, mais mon équipe aussi. Lorsqu'on s'est réunis, par exemple, et on parle d'élèves, on parle de besoins, on parle de difficultés qu'on rencontre, ben, être capable de penser en utilisant ce cadre-là, c'est important, mais d'être outillé pour pouvoir penser quand on est là, c'est ça qu'est-ce Oui. qui fait la différence. Et puis, c'est qu'est-ce que j'ai apprécié de ton approche. Puis, parlant de ça, ben écoute, on peut peut-être rentrer là-dedans, Stéphane. Ma question pour toi, c'est peut-être, est-ce que tu pourrais nous décrire un peu pour que les gens aient une bonne idée? Parce que, comme je disais, il y a beaucoup de gens en éducation qui nous écoutent, puis il y en a plusieurs qui te connaissent, ça c'est certain, parce que tu as fait beaucoup de travail un peu partout. Mais si tu peux nous expliquer un peu comme le modèle là, généralement, là, ça a de l'air à quoi quand tu arrives dans un conseil scolaire? Parce que moi, je l'ai vécu. Je sais que tu fais autant du travail avec des élèves que tu fais avec des adultes, mais peut-être juste nous donner une petite description là, un peu là, pour que les gens aient une idée, une image de l'accompagnement a de l'air à quoi dans un conseil scolaire. Oui. OK. Écoute, le modèle que j'ai développé sur quelques années, puis à l'époque, je dois aussi le nommer le conseil qui m'avait permis de le faire, qui était le CSD-CEO, c'est qu'on voulait avoir, Joël, un modèle qui assurait de trouver un équilibre entre le savoir, savoir-faire et savoir-être. Donc, OK. autant de l'adulte que de l'élève. Et ce qui était important, c'était vraiment, à l'époque, c'était de pouvoir, quand on faisait des observations, c'était changer le paradigme. C'était beaucoup plus d'aller voir, mais à partir de maintenant, le rôle de l'autorégulation, mais surtout le niveau d'engagement chez les enfants en classe. Donc là, à partir de ce moment-là, j'ai fait une première phase dans plusieurs écoles de la province et aussi dans d'autres provinces. C'était de pouvoir bien accompagner les gens. C'est qu'est-ce que je vais observer concrètement. Donc, il y avait beaucoup de directions que quand ils devaient faire la supervision d'enseignants, ils me posaient la question, mais Steph, c'est quoi je regarde quand je vais en salle de classe? Donc, le modèle a été développé que suite à des observations, donc soit l'observation, elle était directe, qui veut dire que les enseignants pouvaient observer leur propre classe. Les directions venaient voir. Les conseillers pédagogiques et conseillères pédagogiques, eux, avaient la mission d'assurer des suivis. Une fois qu'on a fait ça,
Après, ce qu'on est allé dedans, c'était, puis je l'ai travaillé avec toi en plus quand tu étais Ouais. direction de service, c'était de comment on peut, on parle de fonction exécutive, donc c'est la capacité d'activer certaines structures cérébrales, mais ça a l'air de quoi, tu l'as bien dit, sur le terrain. Donc à partir de ce moment-là, ce qu'on a fait, c'est qu'à partir du curriculum scolaire et des attentes, donc les résultats d'apprentissage, ce qu'on a fait, ce que j'ai fait dans le savoir-faire, c'est quelles étaient les compétences que les jeunes devaient avoir pour pouvoir réussir, pour pouvoir être autonome, parce que le mot autorégulation le dit. Et à partir de ce moment-là, ben, on est allé identifier justement les points, les compétences nécessaires étaient la régulation émotionnelle, qui Ouais. maintenant fait partie du conseil du curriculum scolaire. Donc, à partir de ce moment-là, autant chez l'adulte, c'était de pouvoir maintenir une cohérence puis une crédibilité relationnelle entre la relation entre la direction et les enseignants et les enseignants et les enfants pour justement avoir cette constance de, ben voici ce qu'on travaille ensemble, on va reconnaître la régulation émotionnelle comme étant une compétence qui est évaluable et observable. Après ça, ben, ce qu'on voit beaucoup dans les milieux scolaires, puis moi je peux te le dire comme prof universitaire, Mhm. c'est que la flexibilité cognitive doit être travaillée. Donc, si on regarde au niveau leadership, on voulait de gérer une complexité puis tout le temps encourager l'innovation. Ouais. Ce que les conseils ont fait beaucoup, parce ils m'ont permis dans mes observations qu'on change un peu la méthode pédagogique d'enseignement. C'est de là l'enseignement explicite circulaire est devenu en ligne de compte. On a parlé de jugement, donc d'évaluer les valeurs, la validité et la cohérence de l'information qu'on donnait aux enfants, mais aussi par rapport aux leaders de prendre des décisions justes et éthiques à tout ça. Donc, il y a plusieurs prises d'initiative qui est dans le bulletin scolaire, fluidité cognitive, le raisonnement, vitesse d'exécution, comme c'est là, Joël, c'est un des plus grosses demandes que j'ai Ah pour oui, hein? permettre, ouais, pour permettre autant aux adultes d'être capables d'être bien préparés dans leur enseignement, de mieux planifier leurs leçons, pour les leaders, eux autres, d'être réactifs sans sacrifier la qualité de la décision. Mais pour les jeunes, c'est vraiment d'être capable de persévérer et de prendre l'initiative que quand ils font une tâche, qu'ils sont capables de la compléter dans un échéancier respecté. Parce que tu le sais, tu étais là-dedans. Le, Oui. le- le plus gros problème, c'est qu'on parle tout le temps de différenciation, mais souvent, malheureusement, les choix qu'on fait autant dans les PEI, c'est que souvent, on donne beaucoup plus de temps à l'élève, mais ça diminue sa capacité de Mhm. respecter la notion de la gestion de temps. Et ça, c'est dangereux parce que quand ils arrivent au poste secondaire ou sur le marché du travail, c'était des besoins ou ce qu'on se fait dire, ces enfants-là n'ont pas ça. Alors, toutes ces compétences-là, maintenant, pour nous, avec les conseils que je travaille, sont intégrées dans des leçons, Joël. Oui. Donc, le prof, l'enseignant développe sa leçon, c'est quoi son objectif, c'est quoi, chaque enfant s'est identifié des objectifs. Et à partir de ce moment-là, la leçon va favoriser ces compétences-là. Donc, c'est un peu de même que j'ai développé le modèle que je travaille avec les différentes équipes, là. Puis l'impact était incroyable. Moi, je l'ai vécu, comme tu disais, au CSPNE, donc le Conseil scolaire du Nord-Est de l'Ontario, public du Nord-Est de l'Ontario. Euh, puis c'est vraiment quelque chose parce que, tu sais, avec ton accompagnement et grâce à ton aide, ben, on a pu développer des façons de faire en salle de classe parce que là, on peut se poser la question, Stéphane, ça a de l'air à quoi? Tu sais, si on parle d'un exemple, tu sais, à l'élémentaire, Mhm. puis il y en a un qui m'est toujours resté, c'était, tu sais, de mesurer combien de temps que ça prend pour Oui, qu'un élève puisse être prêt quand il arrive en salle de classe ou quand il y a une transition. OK? Ça fait que là, on va parler d'un exemple concret pour que les oui, gens aient une bonne idée là, de oui. OK, ben c'est bien beau, là, Joël, là, que vous parlez de fonction exécutive, de vitesse Mhm. d'exécution, puis tout ça. Ben moi, en salle de classe, quand j'ai mes 25 jeunes devant moi, là, et puis avec tous les besoins et puis toutes les choses qui viennent avec ça, ben ça a de l'air à quoi concrètement? Comment est-ce que je peux mesurer ça? Puis on va prendre cet exemple-là, puis je vais Oui, peut-être te demander de l'expliquer comme un exemple très simple quand on a mesuré le temps que ça oui, prenait là, tu sais, pour qu'un élève. Euh, Puis qu'est-ce que j'ai aimé de cet exemple-là? Je vais le dire maintenant, puis ensuite je te laisse l'expliquer, mais oui, pour les gens qui nous écoutent, qu'est-ce qui est incroyable de cet exemple-là, c'est que en mesurant ce petit aspect-là chez les élèves, on a pu avoir des données. Donc, on avait des données empiriques, on a pu mesurer.
et puis mettre des stratégies ensuite en place et puis remesurer et voir si on avait une amélioration. Mais c'est une donnée qu'on a pu, que le prof, que l'enseignant, l'enseignante a pu utiliser dans l'évaluation des H&H sur le bulletin scolaire de l'Ontario, donc les habiletés et les habitudes de travail qu'on doit évaluer et je finis avec ça parce que je pourrais en parler Mhm. pendant longtemps, Stéphane, que mon opinion, c'est que les H&H sont trop souvent encore évalués holistiquement, là, tu sais, juste de même, puis qu'il n'y a pas vraiment de données tu sais, Oui, qui back un peu. Là. Ça fait que je te laisse expliquer oui, l'exemple pour que les gens aient une idée. Ben, ça a de l'air à quoi, ça, tu sais, si on parle? Je pense que c'est vitesse d'exécution, peut-être ça, oui. mais peut-être que non, mais je te laisse présenter ça. Oui, parce que, écoute, j'apprécie, puis ça va aider les gens. Donc, une des composantes de l'autorégulation, c'est l'autodiscipline. Dans OK? l'autodiscipline, Joël, il y a l'engagement cognitif, l'engagement émotionnel, puis l'engagement comportemental. Quand on parle de vitesse d'exécution, par exemple, c'est que dès qu'on va en salle de classe, c'est que l'enseignant ou l'enseignante a fait son modelage, a expliqué la leçon et demande aux enfants de s'engager cognitivement. Ouais. Donc là, nous, ce qu'on fait au niveau de la vitesse d'exécution, c'est si l'enseignant, par exemple, dit, je vous donne 15 minutes pour faire le travail, ce qu'on fait, c'est qu'on prend la grille d'observation sur les 20, 25, 30 élèves et dès que l'enseignant donne le go, alors nous, ce qu'on fait, c'est que dans une période de temps, c'est qu'on va tout de suite évaluer qui s'engage immédiatement. On va mesurer ceux qui ne s'engagent pas immédiatement, à quel moment ils s'engagent, et aussi la durée de l'engagement. Donc, si sur le 12 minutes, l'enseignante ou l'enseignant a demandé de compléter deux petites tâches, deux activités, nous, ce qu'on fait au niveau de l'engagement cognitif, c'est de voir si les élèves sont capables de s'engager rapidement, de OK. rester engagés. Donc, la vitesse d'exécution devient le 12 minutes. Une fois qu'on a fait ça, on s'assoit avec l'enseignant, l'enseignante par rapport à la leçon. Et là, ce qu'on va dire, c'est qu'à partir des différents profils d'élèves dans la salle de classe, voici les compétences qui devraient s'ajouter pour réussir dans la vitesse d'exécution. Donc, il y a des élèves, par exemple, Joël, qui prenaient pas l'initiative rapidement parce qu'ils sont dépendants de l'adulte. Ouais. Alors, eux, ils attendaient qu'un adulte leur donne trois, quatre rappels. Ouais. Alors, donc là, on savait que cet élève-là ou ces élèves-là devaient travailler la prise d'initiative. Il y en avait d'autres, c'était la fluidité, Joël. Donc, la fluidité, ça veut dire qu'ils connaissaient certaines étapes, mais dès qu'ils frappaient un obstacle, ils s'arrêtent. Et donc là, ils se désengagent complètement. Et tu Hmm. avais tout le temps ton élève que ben, l'enseignant a donné 12, 15 minutes et que lui ou elle le sait parce qu'ils ont anticipé que ça va me prendre juste 10 minutes. Donc, à partir de ce moment-là, soit qu'ils font la tâche rapidement, puis là, il reste trop de temps, puis là, ils vont se désengager, ou soit ils ne s'engagent pas du tout, puis attendent la dernière minute, puis là, ils le font parce que la tâche n'a pas été bien évaluée. Ce que ça nous permet de faire, c'est que ça nous permet d'évaluer les compétences. Donc, il y en a, c'est la planification qu'ils doivent comprendre dans les jeunes. Il y en a que c'était la prise d'initiative, il y en a que c'était vraiment le jugement, parce que anticiper le résultat, c'est anticiper tout, qu'est-ce que j'ai besoin comme matériel, comment organiser mes idées, puis planifier quelle stratégie je dois prendre. Les jeunes ne comprennent pas ça. Ouais. Quand tu dis Ouais. je te donne 15 minutes, les autres, ils se disent, mais tu ne m'as pas donné 15 minutes, mais ça y a pris 12 minutes s'engager. Alors, c'est des exemples, ça, c'est des exemples concrets qu'on fait. Et après ça, ben, au lieu de tout le temps faire de la différenciation, dire, ben, j'ai 3 PI, 4 PEI, il faut tout que je change ma leçon. Non, on garde tout le temps la même leçon, sauf que les enfants travaillent des compétences différentes à l'intérieur de la leçon. Hmm. L'impact de ça, c'est incroyable parce que en prenant cette donnée-là, tu sais, le temps que ça a pris pour Mhm. X nombre d'élèves ou des élèves individuellement de s'engager à la tâche, ben, l'impact là, se ressent un peu partout. Donc, on utilisait ces données-là pour, tu l'as dit, pour parler de pédagogie, Oui. parler de gestion de classe, pas gestion de discipline, mais gestion comment j'organise ma leçon pour le prof. Fait que ça, c'était très profitable parce que nous, on travaille à améliorer ces compétences-là chez nos élèves parce que le plus qu'on est capable de les améliorer, le plus loin qu'on peut les amener dans leurs apprentissages. OK? Ça, c'est un. Donc, avec le prof au niveau de la planif, mais il y avait aussi au niveau de l'élève, parce que les élèves, tu avais dit tantôt, les élèves se donnent des objectifs Oui. d'apprentissage personnel. Fait que si dans ma classe, la beauté de ça, Steph, là, c'est que je peux être un enseignant en 11e année ou un enseignant en Mhm. 5e année, je peux le faire. Ça n'a pas de Oui. différence. Mais mes élèves savent que je sais pas, moi, pour le prochain mois, on va travailler ça, puis qu'on va mesurer, puis que le temps, ça te prie, bien, je vais te partager ça avec toi.
Puis la rétroaction que je peux donner à mon élève comme enseignant par rapport à, ben, regarde, voici, aujourd'hui, ça t'a pris ce temps-là pour te mettre à la tâche, mais là, j'avais remarqué 2 jours passés que, oups, ça t'a pris un peu plus longtemps. Donc, c'était quoi la différence entre 2 jours passés puis maintenant? Puis là, il est capable de décortiquer ça avec l'élève. Bien là, c'est l'élève qui est en train d'apprendre. Ça fait que oui, c'est une donnée qu'on on recueille pour l'enseignement, mais c'est aussi une donnée qu'on recueille pour l'élève. Ça, c'est vraiment important. Puis c'est qu'est-ce que j'ai apprécié, qu'est-ce que, tu sais, dans ton accompagnement que tu avais apporté ça. Oui, parce que la responsabilité, tu sais, quand on parle d'autorégulation, c'est Oui, la responsabilité de l'élève dans ses apprentissages. Alors, j'apprécie le fait que tu as parlé d'objectifs, tu vois, parce que je te donne l'exemple de la semaine dernière, quand j'étais en Saskatchewan, tous les élèves se sont identifiés 2 objectifs qui vont travailler dans les 4 prochaines semaines. Et la beauté de ça, c'est que ça augmente la collaboration avec la famille. Tu sais, quand on parle de leader, les parents, c'est quand même les personnes responsables de oui, leur enfant. oui. Et donc, ce qu'on fait, c'est dès que leur enfant s'est identifié un objectif pédagogique et un objectif en autorégulation, on l'a validé, on l'a mis, que ça soit observable et mesurable, puis c'est envoyé à la maison, Joël. Et Hmm, ce qu'on demande aux familles, c'est dans les 4 prochaines semaines de pouvoir évaluer ça dans le quotidien. Et à l'école, on offre un minimum de 3 occasions par jour pour l'élève de faire ça avec 2 auto-évaluations par semaine. Donc, le lundi puis le vendredi où c'est eux qui sont responsables de faire une auto-réflexion ouais. sur est-ce que j'ai mis mon objectif, est-ce que j'ai essayé, et je suis en train de le faire avec mes étudiants à l'université. On devrait tous avoir des objectifs. Si tu veux t'autoréguler, il faut que tu aies quelque chose à travailler avec. Oui. Et pour les membres du personnel qui ont des plans de perfectionnement professionnel à compléter à toutes les années, là, puis tu sais, le plan là, Mhm. que souvent, là, c'est comme tu le remplis, puis après ça, tu n'entends pas parler. Oui. C'est de moins en moins, je pense, ben, du moins dans mon expérience, nous, on le travaillait beaucoup. Mais si vous cherchez là, des objectifs à mettre dans votre plan de croissance, là, si tu es enseignant ou enseignante ou direction adjointe, mais pourquoi pas mettre, tu sais, une des compétences à développer, puis là, toi, tu mets des choses en place pour la développer. Fait que il y a tellement il y a tellement de choses on peut faire avec ces données-là que on ne peut pas passer à côté. Tu sais, puis ça, c'est probablement le plus gros takeaway que j'ai eu de ton accompagnement, Stéphane, c'est que moi, je n'avais pas pensé à tout cet élément-là du développement de l'être humain. Et puis, en éducation, on est dans le business de développer les humains. Si tu es en entreprise et tu as des employés, ben, tu as une responsabilité à t'assurer que tes employés se développent aussi, qu'ils grandissent, parce que tu vas avoir le meilleur retour sur ton investissement. Mais c'est la même chose avec nos enfants. Donc, on doit, tu sais, je pense, en tout cas, je pense on doit connaître ces éléments-là de qu'est-ce qui fait développer un être humain, parce que si tu veux, dans un conseil scolaire, par exemple, qu'il y ait une amélioration au niveau du français ou des mathématiques, puis on met ça comme un objectif ou une théorie d'action dans notre plan d'amélioration de conseil, puis c'est présent dans tous les plans d'amélioration des écoles, ben c'est bien beau de le dire, mais là, il faut que tu trouves les façons de faire pour qu'il y ait une amélioration. Et si on va vraiment creuser, là, on se pose la question pourquoi à tous les différents niveaux, puis ça nous amène au cœur de qu'est-ce qui peut apporter une amélioration. Moi, je pense que c'est là la réponse, Stéphane, c'est dans le travail que tu fais. Oui, les enfants, quand ils sont jeunes, ils doivent apprendre la mécanique de la lecture, la science derrière la lecture, oui. Par contre, je pense qu'il y a beaucoup d'élèves qui ne réussissent pas au niveau qu'ils pourraient réussir, non pas parce qu'ils n'ont pas bien appris à lire, mais à cause justement de leurs compétences qu'ils n'ont peut-être pas développées comme il faut. Ils n'ont pas eu des bons exemples. On ne l'a jamais travaillé parce que c'est peut-être quelque chose à l'école qu'on ne travaillait pas explicitement. On faisait du contenu, on Oui. enseignait une matière, mais quand on y pense, là, et imaginez-vous, là, si tous les 25 élèves dans ta classe, si tu en as 25, tu étais capable d'améliorer de 5 niveaux là, la rapidité dans laquelle ils s'engagent dans le travail qu'ils ont à faire. Je veux juste que tu imagines ça là, pour la personne qui nous écoute, si tu es enseignant ou enseignante. Là. Imagine la différence que ça peut faire, non seulement dans le flow de ta salle de classe, la culture de ta salle de classe, mais dans la planification de tes leçons, dans les apprentissages des élèves, dans le sens de l'efficacité personnelle des élèves et de toi-même. C'est big, là, hein, Stéphane? Oui, là, ça te permet d'avoir un tout. Tu vois, au lieu de juste se centrer sur la performance, tu as aussi tout le volet du comment.
Et je Ouais, pense que c'est ça qu'il faut ramener dans notre travail, autant au niveau des gestionnaires, comme tu dis si bien, dans des entreprises, on le voit de plus en plus avec les comportements organisationnels, par exemple, tu sais, faut que tu aies une vision, faut que tout le monde, tous tes employés aient des objectifs qu'ils veulent atteindre pour progresser, puis c'est la même affaire dans le milieu scolaire. Et c'est ça la beauté de voir des directions, puis je le dis souvent, des directions avec lesquelles je travaille, tu sais, que ça fait longtemps, hein, par exemple, qu'ils sont sortis d'une salle de classe. ouais, Comment il est important pour eux de ramener ce discours-là des compétences exécutives, parce que dans le fond, à chaque jour, c'est ce qu'on évalue. On évalue la performance et le produit final, mais c'est comment l'élève s'est rendu à ça. L'erreur est aussi importante que la bonne réponse. C'est qu'est-ce qui se passe chez l'enfant et qu'est-ce qui se passe aussi chez l'adulte qui est responsable de transférer ce savoir et ce savoir-faire-là à l'enfant. Et je pense que tu l'as bien dit, c'est qu'on est rendu dans une société où ce que la vitesse, elle est à fond. Et là, on veut couvrir un curriculum. Et couvrir un curriculum veut dire que tu perds des joueurs tout au long du processus. Et ouais, je pense que c'est ça. Et chaque personne devrait s'auto-évaluer chaque jour dans ce qu'ils font sur l'équilibre entre le savoir qu'ils vont donner, le savoir-faire, puis leur savoir-être. hmm, Et si tu n'as pas un équilibre entre ça, tu as des problèmes d'autorégulation. Et c'est un peu ça, parce que l'autorégulation, puis tu sais, on s'en était jasé beaucoup, nous deux. L'autorégulation, c'est une ressource qui est limitée, là. C'est pas quelque chose, c'est pas qu'un terme générique. C'est, par moment, c'est un comportement compensatoire. Par moment, c'est des symptômes qui, si on ne fait pas attention, vont aller vers, tu sais, ouais, des problèmes. Mais dans un milieu scolaire, il faut absolument trouver un équilibre entre les trois, qui veut dire la même affaire pour l'enfant. L'enfant, c'est, il doit te dire ce qu'il sait, il doit te montrer comment il le sait, puis il doit avoir une posture d'élève. Mais tu ne peux pas avoir la posture d'élève si tu ne t'engages pas cognitivement, puis ouais, si tu n'as pas de plaisir, puis tu ne vis pas du succès à l'école, qui est l'engagement émotionnel. Et je pense que c'est ça qui doit changer. On doit changer le paradigme, à cesser d'essayer de tout le temps corriger des comportements, puis de voir ouais. pourquoi les élèves ne s'engagent pas cognitivement. Et c'est là la réponse. Et on a juste à poser la question aux adultes. Parce que c'est la même chose. Tu sais, si on Oui, veut que les adultes soient engagés dans le travail qu'ils font, peu importe le poste que tu occupes, que tu sois en éducation ou non, quand on pense aux gens qui sont peut-être pas engagés, ben probablement qu'on pourrait, Stéphane, reculer dans le temps et oui, puis aller voir peut-être que c'est des compétences exécutives là, qui n'ont pas été travaillées suffisamment ou qui ont été laissées de côté, puis que ça fait en sorte qu'on développe une certaine façon d'être. Tu sais. Mais j'aime bien l'idée, tu sais, de ton approche parce que ce serait intéressant, puis c'est peut-être une idée pour les gens qui nous écoutent, si vous êtes enseignant ou enseignante, c'est si vous visez à développer une compétence exécutive, un peu comme l'exemple que Stéphane a donné là, à compter le temps que ça prend pour être engagé à une tâche. Mais avec ça, pas juste dire à l'élève, ben, regarde, voici, tu sais, qu'est-ce qu'on va mesurer, je vais te donner la donnée, on va en parler, puis là, on va essayer de voir si on peut s'améliorer. Mais c'est à chaque fois de revoir avec tes élèves, avec tes employés, avec les membres de ton personnel, ces trois éléments-là, le savoir. Ben, pourquoi c'est important au niveau du savoir qu'on développe ça? Pourquoi c'est important au niveau du savoir-faire qu'on développe ça? Puis le savoir-être qu'on développe ça? Parce que Stéphane, c'est ces affaires-là qui vont nous suivre toute notre vie. Là. Tu sais, c'est pas nécessairement le théorème de Pythagore. Là, tu sais, puis je dis ça, oui. et moi je suis un prof de sciences, là, c'est pas parce que j'aime pas Mhm. les maths, mais c'est probablement l'exemple le plus commun que j'entends. Là, mais c'est pas une règle de grammaire non plus là, que, tu sais, ça va nous servir, mais moi je pense pas que ça va nous servir au même niveau que de développer nos compétences exécutives. Non, puis je veux dire, tu l'as bien dit, c'est l'équilibre, ce qu'on appelle le calibrage entre les trois formes de savoir, fait en sorte que tu vas devenir un professionnel qui va contribuer ou tu vas devenir, on le vit comme parent, on dit, il y a du savoir qu'on doit avoir, du savoir-faire, du savoir-être. Donc, mets ces trois thèmes-là dans tous les aspects de notre vie. C'est ce qui fait la différence. Puis je peux donner l'exemple concret. J'ai des étudiants qui arrivent à l'université où ce qu'ils ont surdéveloppé le savoir. Ils Hmm. connaissent. Ils sont capables de lire, ils connaissent, ils sont capables de mémoriser, puis et là, quand tu arrives, par exemple, moi, je suis un prof qui donne jamais d'examen, mais je suis un prof qui utilise tout le temps les trois formes de savoir. OK. Comment ça peut handicaper des gens, puis qui nous disent, mais comment se fait qu'on fait pas juste lire des articles, puis de donner. Le monde sont confortables avec le savoir. Le monde où ce qui devient hyper inconfortable, c'est avec le savoir-faire, parce que tu deviens vulnérable. Et Hmm. quand tu deviens vulnérable, ça veut dire qu'il faut que tu donnes un certain contrôle à tes élèves, donc ou à tes étudiants ou à tes employés, qui veut dire que
comme la personne qui a le savoir, tu dois demander au moins à ton équipe ou aux élèves une rétroaction sur qu'est-ce que tu as transféré comme savoir, si tu l'as bien fait ou pas. T'as-tu donné trop d'informations et tout? Je veux dire, les fonctions exécutives, là, en milieu scolaire, ça l'équivaut à la surcharge cognitive, Ouais, Joël. ouais. Donc, on est du monde qui parle beaucoup, qui donne bien d'informations, mais qui n'aime pas le temps aux enfants de manipuler l'information. Hmm. Et c'est un peu ça. Tu l'as bien dit, tu peux être bon en grammaire, tant mieux, c'est une compétence à avoir, mais dans le contexte du quotidien, de l'utiliser avec d'autres êtres humains ou dans un boulot, on est rendu avec une société hyper dépendante. Et quand tu es dépendant, tu t'auto-régules pas, puis quand tu t'auto-régules pas, tu développes pas de compétences. Ça veut dire que tu as besoin de quelqu'un qui prend l'initiative tout le temps pour toi. Ouais, Et c'est ça le danger, c'est là qu'on s'en va dans le ouais. système en ce moment-là. Ça fait en sorte que quand les choses vont bien, elles vont bien. Oui, Mais quand que ça va mal, je sais pas comment réagir. et voilà, Hein? et voilà. Et puis, Oui. ouais, ouais, Et vas-y. j'étais pour dire, c'est de là aussi qu'on voit que plusieurs adultes, on a des gros problèmes de flexibilité cognitive. Ouais. Quand on tombe dans un pattern, quand on tombe dans un rituel, quand on tombe dans une manière de faire, et que quelqu'un nous force à faire autrement parce que ça ne marche pas, qui Hmm. inclut des élèves, qui Ouais. inclut un employé, qui inclut, à partir de ce moment-là, cette rigidité-là qui devient un automatisme devient une source de frustration ou une source d'anxiété. Alors, on est une société inflexible parce qu'on veut que tout soit pareil, que ça devient automatisé, puis qu'on n'a plus vraiment à mettre d'efforts. Ouais. Dont l'importance d'être capable de parler de ça souvent, tu sais, quand je pense à tu sais, des plans, j'ai parlé tantôt de plans de croissance là, pour mon personnel. Moi, c'était quelque chose qui Mhm. était important dans mon équipe. Et puis, j'avais des rencontres récurrentes là, avec les gens. Puis quand on se rencontrait un à un, on revenait dans ces plans-là. On allait voir comment ça allait. Puis c'est de s'habituer de parler de ça. Parce que oui, c'est très personnel, là, ces Oui, objectifs-là. Puis, quand quelqu'un vient nous dire, ben écoute, tu sais, j'ai vu que tu as fait ça de même. Toutefois, je pense qu'il y aurait peut-être une meilleure façon. Ben, c'est pas facile d'entendre ça, là. Tu oui. sais, c'est pas facile parce qu'on veut bien faire et puis quand on fait pas bien, ben là, ça nous atteint personnellement. Et puis il y a des gens que ça peut bâtir des murs. Tu sais, tu as parlé Mhm. de rigidité. Je suis content que tu t'es arrêté là-dessus parce que si on revient à notre exemple là, du travail que tu faisais dans les conseils scolaires, oui, il y avait un travail qui se faisait au niveau de la salle de classe et puis il y avait des mesures qui étaient prises. Puis il y avait Mhm. des gens qui venaient aider l'enseignant ou l'enseignante. Là, il n'était pas seul, il y avait toi qui accompagnais en salle de classe, mais il y avait aussi peut-être d'autres enseignants ou enseignantes qui avaient des rôles de leadership auprès de l'école, donc des leads ou des orienteurs. Ou, tu sais, il y a des personnes qui s'occupent du dossier de l'enfance en difficulté. Euh, donc, il y a d'autres personnes, ressources là, dans nos écoles qui viennent aussi en salle de classe puis nous aider à prendre ces mesures-là, surtout si tu as des grandes classes. Mais rigidité, là, Stéphane, là, tu as parlé de rigidité d'adulte. Dans mon temps, comme direction de service dans mon conseil scolaire, lorsque tu nous as accompagnés, ben, on a voulu, essentiellement, on a voulu vraiment, pas s'attaquer, mais on a voulu vraiment travailler cet élément-là. Et Et puis, ça a pris la forme d'un accompagnement en salle de classe. Et puis ça a pris vraiment une ouverture là, euh, de la part de ces profs-là à vouloir accueillir des gens en salle de classe parce que je pense que l'idée, si je me souviens bien, là, c'était d'avoir des différentes paires de yeux là, qui observaient le déroulement de la leçon puis qui pouvaient apporter comme une rétroaction là, descriptive aux profs à savoir, ben, tu sais, regarde, voici qu'est-ce qui s'est bien passé, voici comment je pourrais améliorer pour que la leçon se déroule mieux ou que pour que je puisse développer davantage les compétences exécutives des élèves. Mais moi, je pense que ça, c'était un morceau, puis j'aimerais ça que tu en parles juste un petit peu là pour nous décrire Mhm. encore une fois aux gens. Là, tu as décrit, ça va de l'air à quoi en salle de classe avec un exemple de qu'est-ce qu'on mesurait avec les élèves. Mais il y avait aussi la composante au niveau de bâtir la capacité du personnel. Puis la façon qu'on l'a fait en invitant d'autres personnes là, en salle de classe. Pourrais-tu nous parler un peu de ça pour que les gens aient comme une idée aussi de mais à quoi ça pourrait avoir de l'air au niveau de mon perfectionnement professionnel quand ça vient aux compétences exécutives?
Oui, merci pour cette excellente question. Donc, dans le fond, une fois que l'observation est faite, puis comme j'ai parlé, une fois qu'on avait soit la lead ou l'enseignante ressource ou la conseillère pédagogique, à partir de ce moment-là, et aussi, il y a quelque chose qui est important à dire, c'est que les enseignants au départ, c'est sûr qu'il y a une rigidité parce qu'on pense tout le temps que les observations, c'est une forme de supervision. Et ça, il faut OK. clarifier ça. À partir de ce moment-là, ce qu'on fait, c'est qu'on partage sur comment les enfants ont réagi à la leçon et pas toi ce que tu as fait de bien ou ce que tu as fait OK. de mal. À OK. partir de ce moment-là, une fois qu'on trace le portrait de tous les élèves de la classe, par exemple, tu parlais de vitesse d'exécution, de l'engagement, en équipe, on décidait, à partir des objectifs des élèves, comment on allait travailler comme un tout. Donc, la lead qui accompagnait, par exemple, en co-enseignement, s'assurait que c'était dans la même lignée de favoriser le développement des compétences chez les élèves, puis d'atteindre leur objectif et d'avoir soit de diviser les groupes et tout à l'intérieur. L'AER était là pour s'assurer que dans les plans d'intervention, par exemple, les PEI, que ce qui était écrit comme objectif, c'était les objectifs d'élèves et en plus de certains objectifs. Et est-ce qu'après 4 semaines, c'était atteint? Ça permettait une fluidité. Ouais. Et après ça, la direction, elle, ce qu'elle avait comme responsabilité, c'était justement de garder cette vision commune-là, que pendant 4 semaines, on garde ce plan-là, on dérape pas, on commence pas à tout le temps changer après 2 jours parce que ça fonctionne pas. Et à partir de ce moment-là, ben, on avait une évaluation de l'enseignant pour l'accompagnement, est-ce que ça voit une amélioration? Et on avait aussi chez les élèves, est-ce que vous sentez que vous avez la chance d'atteindre vos objectifs? Ce que ça ramène une meilleure communication entre tous Mhm. les professionnels qui sont à Ouais. l'intérieur Ouais. et la direction et direction adjointe s'assure de la mise en œuvre et de la continuité de cette vision-là. Alors, tout le monde a une responsabilité qui part de l'élève jusqu'à la direction d'école et chacun va le savoir. Ça veut dire que ça l'explique aussi dans la logique qui va à quel moment puis qui commence le travail? Est-ce que c'est l'enseignant ou est-ce que Ouais. c'est la lead et tout? Au lieu d'avoir plein de professionnels qui viennent et tout le monde donne plein de recommandations, puis ça met nos collègues enseignants, enseignantes dans des situations qui, pour moi, favorisent la résistance au changement parce que Mhm. tout le monde dit ce qu'il pense. Et donc, ça assure une continuité dans ce cas-là, Joël. Ouais. Et puis un alignement aussi. Donc, Oui, tu sais, dans l'exemple que tu viens de donner, ça, c'est extrêmement puissant. S'il y a une chose qu'on ne veut pas faire n'importe où, pas juste en éducation, c'est d'ajouter quelque chose dans notre assiette puis pas d'en enlever. Ça fait que, tu sais, on est déjà bien occupé. Fait qu'il faut être vraiment. Puis comme leader, moi, tu sais, c'est important pour moi de toujours penser comme ça. Comment est-ce qu'on peut avoir notre plus grand retour sur notre investissement sans ajouter du travail aux gens? C'est qu'est-ce qu'on voulait. Donc, imaginez là, le scénario que Stéphane il vient de nous expliquer, là, le travail qui se fait au niveau d'une salle de classe. Je parle d'une salle de classe, mais imaginez là, si c'est toute une école. Je prends comme exemple, moi, une école secondaire. L'école secondaire. Disons 9e à 12e année en Ontario. Et puis, on est en train de faire ce genre de travail-là au niveau des compétences exécutives. Et puis, l'exemple que Stéphane a donné, tu sais, le temps que ça prend pour que les élèves puissent s'engager. Puis, on décide en équipe, toute l'école, on va travailler cet élément-là, peu importe la matière que tu enseignes, là. Et imaginez, là, on amène ça un pas plus loin, là, parce qu'on veut que ça compte. Fait qu'imaginez si on mettait ça dans notre plan d'amélioration d'école, que c'est ça, qu'est-ce qu'on veut développer. Donc, quand on a des rencontres de communautés d'apprentissage professionnel, des CAP, là, parce que tu sais, il y a bien du monde en éducation qui pense que les CAP, là, ça vaut rien. Ça, malheureusement, ça arrive. Souvent parce qu'il n'y a pas une direction, il n'y a pas un fil conducteur. Mais là, imagine si moi, j'ai cet élément-là de compétences exécutives, on se met ensemble en équipe, toute l'école, 9e à 12e année, on décide, on travaille là-dessus au premier semestre. Puis là, ensemble, dans nos rencontres CAP, on travaille à développer des outils. Ça peut être avec un accompagnement de ta part, Stéphane, par exemple, ou d'autres experts. On implique les gens au niveau qui ont des postes de leadership au niveau de l'école, donc soit des leads ou des ER, etc. On peut impliquer des conseillers, conseillères pédagogiques au niveau du conseil. Toutes les personnes de ressources qu'on peut, là, on les amène parce qu'on veut avoir le plus grand punch qu'on peut, là. Fait qu'on a cet objectif-là dans notre plan.
Là, ça devient matière de qu'est-ce qu'on discute dans nos rencontres ensemble. On planifie qu'est-ce qu'on va, le déroulement, qui va être là. On développe l'outil, un outil qui n'est pas compliqué, là, qui va nous permettre de mesurer qu'est-ce qu'on va aller, qu'est-ce qu'on veut évaluer, puis qu'est-ce qu'on veut améliorer. Ensuite, on va le faire. On invite des gens qui viennent dans ma salle de classe pour qu'ils puissent observer. On a un petit debriefing après. On finit avec des données qui nous renseignent sur l'enseignement. Ça nous renseigne sur la réaction des élèves à cet enseignement-là. Ça renseigne l'élève par rapport à sa performance ou par rapport à des compétences qui sont solides ou des compétences qui ont à être travaillées. Ça alimente les données qui vont fournir la preuve qu'on est en train de s'améliorer au niveau des objectifs de notre plan d'amélioration de l'école. Puis là, je vais un pas plus loin, Stéphane. En plus de ça, moi, comme enseignant, j'ai mis des objectifs dans mon plan de Mhm. perfectionnement annuel. Fait que check bien, là. On n'a pas ajouté 150 000 choses, là. C'est tout dans un fil conducteur. Tout le monde imagine dans l'école qui est en train de fonctionner de cette façon-là. Je ne vais pas plus loin, Stéphane. Là, je parle beaucoup, là, mais je te laisse commenter. Moi, je suis dans ma tête de direction. Un pas plus loin. Dans mes réunions du personnel, moi, je voulais toujours éviter de faire de la vaisselle. La vaisselle, pour moi, là, personnellement, comme direction, ça se faisait avec des courriels. Moi, je veux parler de pédagogie, je veux parler de stratégie gagnante pendant ces rencontres-là. Là, imagine, là, on se rencontre, là, un staff là, de 9e à 12e année, on peut parler de quoi? On a ça en commun, le même travail qu'on est en train de faire. Là, imagine, là, on amène ça à une rencontre. On apporte un défi qu'on est en train de vivre dans nos salles de classe. On attaque ça ensemble comme collectivité à pouvoir trouver des solutions. On est en train de travailler le même noyau ensemble. Là. Tu sais, on est en train de ramer dans la même direction. On n'est pas en train de cibler 150 000 objectifs. Les données qu'on collecte, c'est des données que nous, on a décidé qu'on voulait collecter. On a décidé sur la façon qu'on allait les collecter. Et puis, on l'applique et puis on met ça à évaluer tout de l'enseignement jusqu'à l'apprentissage de l'élève. Et puis là, ça nous renseigne sur si on avance dans nos objectifs de l'école puis nos objectifs personnels de croissance. My God. Moi, c'est de même que je le voyais, Stéphane, en tout cas. Faites commentaire par rapport à ça? Oui, parce que là, ce que tu viens facilement de décrire, c'est ce qu'on appelle une communauté d'analyse de pratique. Ah, Donc, à bon. partir de ce moment-là, toi, les CAP, c'est une chose, mais les communautés d'analyse de pratique, c'est une autre chose qui est hyper importante. Ce que tu viens de dire, ça serait, tu l'as enregistré, ça vaudrait la peine de le mettre dans un protocole parce que c'est ça qu'il faut faire. Ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, ce que ça l'aide à faire, ça l'aide à la direction de voir avec son staff, son équipe, les gens qui voici ce que je veux travailler parce que j'ai peut-être encore un petit peu de difficulté avec ça. Imagine comment est-ce que ça l'aide, ces directions-là, quand ils font la dotation. Pour Ah, dire, regarde, OK, cette cohorte-là, elle a vraiment besoin de quelqu'un comme ça. Tu sais, au lieu d'un dire l'année prochaine, tu t'en vas en troisième année ou l'année prochaine, tu t'en vas en ouais, quatrième. ouais. L'année prochaine, la cohorte, voici ce que ces étudiants-là ont à travailler comme compétences. Wow, toi, tu as ça. Est-ce que tu accepterais? Imagine-toi comment valorisant que c'est, parce que là, tu es choisi pour ce que tu connais, puis pour ce que tu as développé, puis que ce que tu vas apporter à tes élèves. Donc, la direction aurait cette belle mission-là. L'enseignant aurait la capacité de se dire, mais voici où ce que je suis rendu dans mon parcours professionnel. Et les élèves, ben, il y aurait, ben, voici où ce que je suis rendu. Donc, voici ce que je sais faire rendu en quatrième année, voici les compétences et tout. Et les parents auraient ça. Et donc là, tu le Hmm. dis au départ, le bulletin scolaire aurait une valeur beaucoup plus précise qu'au lieu que le parent qui signe jamais ou qui lit même pas ou qu'il signe mais il sait pas pourquoi. Ouais. Et donc là, tout le monde aurait main à la pâte et il y aurait une évolution. Donc, c'est de même que ça fonctionne. On est choisi selon les compétences qu'on apporte dans notre domaine. Je veux dire, moi, j'ai été choisi comme prof parce que j'apportais quelque chose. Oui, j'apporte un savoir, mais j'apporte bien plus que ça. Sinon, c'est pas assez. Pour moi, tu l'as vécu comme direction, tu l'as vécu comme direction de service. Donc, chaque position avec les compétences exécutives a un rôle à jouer, autant au niveau de la réflexion, autant au niveau de la surveillance, puis autant au niveau de la prise de décision. Ouais. Et si tout le monde faisait ça, imagine comment puis on n'a pas changé la machine, on a Non, juste non, changé non. le paradigme de comment décrire Ouais. un fonctionnement d'une école, Oui, exactement. Puis comment tu as nommé ça encore, Stéphane? Une communauté d'analyse de pratique. d'analyse de pratique. Ouais. Wow.
pense que je Et ça, l'appelle ça serait beau, ça, c'est CAP. au lieu de dire CAP, ben c'est CAP quand même, communauté Ouais, d'amis mais je de pense qu'il y a pratique, ça. il y a une autre lettre, là, parce que je viens de soumettre un article scientifique OK, là-dessus, où ce que j'ai suivi 50 enseignants sur 3 ans, OK. et ils ont préféré une communauté d'analyse de pratique que Ouais, les j'aime ça. CAP. Pourquoi? Parce que c'était du concret, Joël. C'était vraiment développer des outils, c'était de voir les objectifs des élèves, de voir les autres objectifs, et tout le monde se partageait des pratiques au lieu de parler tout le temps des élèves qui fait que ça devient redondant. Et c'est là que tu deviens résistant et tu deviens inflexible quand tu entends tout le temps parler du même élève. L'élève devient une étiquette Exactement. négative. Et donc, quand tu fais de l'analyse de pratique, c'est beaucoup plus... Ça fait du sens avec le travail que je fais du savoir, savoir-faire, savoir-être. Si je fais que faire une cape, je peux pas me rendre dans les trois volets de la pratique, là. Oui. Et puis, comme je disais tantôt, ça s'applique partout, là. Ça s'applique dans Oui. toutes les matières. Moi, je trouve ça de toute beauté parce que c'est de par travailler les compétences exécutives, Stéphane, et j'ai appris ça à travers de ton accompagnement. C'est, c'est comme si ça m'a permis de voir globalement là, le travail qu'on a à faire comme système éducatif. Mhm, Puis je vois ça comme la façon de pouvoir le faire, où est-ce que tout le monde est en train de travailler la même chose, parce que sinon, ça devient difficile. Là, puis je reviens à une école secondaire, peut-être encore plus difficile à une école secondaire, parce que c'est tous des spécialistes. mhm, De chimie, tu as, biologie, tu as français, anglais, espagnol, etc., etc. Euh, Ce sont des gens avec des spécialistes. Donc, si on tente d'aborder, c'est une réflexion que je fais là, mhm. mais moi, je me dis, là, en réfléchissant, si on tente d'aborder l'amélioration en passant par les matières, ça, c'est du contenu. Oui. Et puis pendant longtemps, c'est ça qu'est-ce qu'on a essayé de faire. Tu sais, plus de lecture, différencier les textes. Oui, ces choses-là aident. Par contre, moi, l'expérience que j'ai vécue avec l'accompagnement, c'est que ça me fait réaliser que c'est peut-être pas là qu'on veut mettre tous nos œufs, là. Parce que le retour sur notre investissement, il était tout le temps pareil. On ne voyait pas de changement. Les résultats étaient tout le temps pareils. Le testing au QRE, les résultats étaient tout le temps pareils. Même parfois, ils diminuaient. Mais c'est comme si on essayait d'attaquer tout le temps la même chose de la même façon, puis on obtenait, en pensant qu'on obtiendrait des différents résultats, Stéphane, puis on n'avait pas, c'était tout le temps comme, ah ben OK, on pouvait prédire, pratiquement. Mais quand on a commencé comme expérience en tant que direction de service, moi, on a vu des améliorations au niveau du rendement des élèves quand on a commencé à s'apprêter à travailler des compétences exécutives. Puis quand tu commences à faire la collecte de données qui prouve ça, là, eh bien là, c'est encourageant en tabarouette, laisse-moi te dire. Nous autres, quand on a vu ça, là, hey, c'était le party, puis c'était la célébration, puis on se disait, il faut continuer. Là. Hey, on avait assez de vent dans notre voile, là, dans nos voiles, pour vouloir continuer, puis sachant qu'on est en train de faire une différence. Mais encore, je vais le dire encore, je pense que c'est là, puis je suis content que tu aies pu partager avec nous autres, Stéphane, des exemples concrets de ça a de l'air à quoi en salle de classe avec des élèves. Là, ça a de l'air à quoi comme dans une équipe, parce que on parle quand même, tu sais, on parle quand même de la pensée critique, là. Puis, qu'est-ce qu'on vient de dire, là, tu sais, c'est tous des éléments, comme je disais au début, qui viennent alimenter ou qui viennent outiller, mettre des outils dans ce coffre à outils-là, qui nous permettent de prendre des décisions éclairées par rapport à l'apprentissage de nos élèves, parce qu'on est là pour ça, l'apprentissage de nos élèves, la réussite de nos élèves, mais pas juste au bulletin, pas juste à cette matière-là, c'est quand il va avoir 35 ans, là, puis il va être en train de travailler, là, on espère, mais on veut que cet enfant-là, quand il va être rendu là, qu'il soit heureux. On veut qu'il soit fier de lui-même. On veut qu'il contribue à la société. Et je pense vraiment que si on se dit, écoute, nous, comme système d'éducation, on s'attaque à ça, on mise ça, ça va être notre travail d'équipe, ça va être notre travail d'équipe au niveau de l'école, ça va être notre travail d'équipe au niveau du conseil scolaire ou du centre de service scolaire. Si on mise là-dessus, là, moi, je pense qu'à un moment donné, là, on va voir des résultats décoller, on va voir des enfants se développer comme qu'on n'a jamais vu. On va voir des enfants plus engagés, puis ça va avoir un impact sur plein d'autres données qu'on travaille, là, Stéphane, l'assiduité dans les écoles, l'engagement. Je pense vraiment que c'est ça, puis je suis vraiment content que tu aies été là aujourd'hui pour nous en parler, mais tu sais, quand on parle de l'impact sur le leadership aussi, de tout Ouais. ça, là, peut-être on pourrait, je vais finir avec cette question-là, Stéphane.
Faisons le lien maintenant avec la pensée critique. On a parlé de pensée critique. On a fait les liens avec les fonctions, les compétences exécutives. Maintenant, l'impact sur le leadership. Comment est-ce que tu vois ça, ça? Tu sais, comme moi, c'est une direction d'école ou si j'ai mon entreprise, ou si je suis un enseignant, une enseignante dans ma salle de classe, ou si je suis un élève. Tout le monde peut être un leader, là. Tu Mhm. sais, quel impact est-ce que ça a, là, en quelques mots, là, selon toi, là? Tu sais, tout l'aspect de pensée critique, compétences exécutives, puis comment ça vient, tu sais, influencer le leadership. Ben, je pense que déjà là, c'est ce que tu dis, ce qui est important, c'est que ça permettrait de maintenir une cohérence, une crédibilité relationnel entre les différentes personnes et seront les postes qu'ils ont. Ça va assurer une persévérance puis la maîtrise personnelle qui est important. Tu l'as Ouais. dit, on a tous des plans personnels d'amélioration. Ça va aider à mieux gérer la complexité de l'école aujourd'hui, puis d'encourager l'innovation. Je pense que c'est important. Ça va permettre aussi de favoriser la créativité et la responsabilité. Si je Hmm. regarde par exemple avec le CSPNE, tu as parti ça avec nous. Je regarde aujourd'hui avec Yannick, puis Oui, l'école Éco, qui est un secondaire, oui. où ce que c'est une équipe formidable et tout. Donc, ça permet de soutenir une pensée critique puis collaborative. Puis c'est ça qui ça va permettre de, aussi aux leaders de justifier aussi puis de défendre les choix de manière rationnelle. Tu Hmm. sais, tu as fait partie des théories d'action. Oui. Et donc, quand tu fais ça de cette façon-là, ça permet de justifier puis défendre parce que tout le monde en bénéficie. Et parce que tout le monde a le même discours, tout le monde va dans le même sens. Et donc, ça devient en bout de ligne, puis je vais finir avec ça, c'est que ça permet d'être réactif sans sacrifier la qualité, autant décisionnelle que relationnelle que exécutoire dans la Oui. performance des élèves. Oui. Puis sans ajouter une tonne de travail non plus, parce que on mise tout sur la même chose. On n'ajoute pas 25 éléments, c'est vraiment un élément à la fois et on le travaille en équipe ensemble. Puis quand je dis équipe, là, ça peut aller jusqu'au conseil scolaire Oui, au complet, là, comme que toi, tu as vécu dans tes accompagnements. Ça fait que deux questions que j'ai à poser aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui, juste pour des deux petites questions de réflexion. La première question que je pose aux gens qui nous écoutent, ben, comment est-ce que tes propres compétences exécutives influencent-elles ta prise de décision? Fait que ça, c'est une première question que je vous invite à y réfléchir suivant ou maintenant ou suivant cet épisode. Et la deuxième question, bien, comment est-ce que tu peux créer des espaces qui favorisent la pensée critique dans ton équipe? Donc, si tu es un leader dans ton milieu, puis tout le monde est un leader dans son milieu, peu importe ton poste, enseignant, direction, élève, même, tu as des amis, tu as des cercles, tu fais partie des équipes sportives, ben, est-ce que tu crées? Hein? Est-ce que tu es en train de créer des espaces qui favorisent cette pensée critique-là, la façon de faire, là, de pouvoir arriver à des décisions? Puis si tu cherches des idées, là, puis tu es dans le système éducatif, ben là, Stéphane, il vient de nous parler là, pendant un bon bout de temps là, de comment on peut le faire, comment on peut passer par les compétences exécutives pour pouvoir avoir cet alignement-là, pouvoir travailler les mêmes choses across the board, comme qu'on dit, hein? Et puis de pouvoir vraiment avoir un impact là-dessus. Donc, je vous invite à réfléchir à ces deux questions-là, à savoir qu'est-ce que vous allez répondre. Mais Stéphane, je vais ajouter tes informations parce qu'il y a peut-être des gens qui vont avoir des questions. Donc, c'est correct si les gens puissent communiquer avec toi par courriel. oui, 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 pas de problème. Parfait. Donc, toutes les infos seront au site web des infos de Stéphane si vous désirez communiquer avec lui. Vous n'avez qu'à vous rendre à inspireleadership.ca dans la section podcast. Stéphane va avoir sa page pour son épisode, bien sûr. Et puis, son adresse courriel va être là. Donc, Stéphane, ça a été un immense plaisir de t'accueillir comme invité. Encore, tu me fais apprendre. Ça fait du bien de reparler de ça encore parce que je n'en parle plus aussi souvent que quand j'étais direction de service, c'est certain. Ah, j'ai peut-être une dernière question à te poser OK. parce que ça m'intéresse. Comment, juste rapidement, là, étant donné que tu es professeur et clinicien, le chercheur à l'Université de Hearst, là, tu travailles dans des écoles et tu travailles avec des élèves de maternelle, des élèves de 12e année, des élèves au post-secondaire. Tu sais, comment, comment est-ce que euh, comment est-ce que ton poste comme professeur clinicien chercheur à l'université vient bonifier un peu le travail que tu fais, là? Comment est-ce que toi, tu es capable de tirer les avantages d'être à ces niveaux-là quand tu arrives et que tu veux accompagner, disons, là, une école secondaire ou une école élémentaire? Ben écoute, j'utilise tout le temps la stratégie de planification à rebours, OK. Joël. On en avait parlé, ça veut dire que je regarde les cohortes que j'ai.
Et, comme étudiant universitaire, je regarde souvent parce que j'évalue tout le temps savoir, savoir-faire, savoir-être, qui m'a permis justement de descendre vers le secondaire pour dire, écoutez, chers collègues, voici ce que les étudiants manquent, voici les attentes au niveau universitaire, parce Hmm, que tu le sais, nous, c'est pas un curriculum, c'est moi qui est responsable de mes plans de cours, c'est moi qui est ouais, responsable de mes cours, donc ouais. c'est pas, je suis pas un curriculum. Et donc, à partir de ce moment-là, ce qu'on fait, c'est qu'on a évalué les compétences qu'ils devraient avoir entre la neuvième et la douzième. Et quand, que, là, des dernières années, on a réalisé qu'il faut aller encore plus bas. Et donc, les plus grosses demandes que j'ai en ce moment, c'est entre cinquième année et septième année. Le niveau de dépendance, il est encore beaucoup trop élevé. OK. Et donc, les élèves ne prennent pas d'initiative. Ils ont beaucoup de misère avec même organiser leur matériel puis organiser leurs idées. Et la planification, c'est un gros, gros problème. Et donc, c'est de même que je suis capable de rester. Donc, pour moi, ça m'a tout le temps permis de développer le modèle, tu sais, formation, implémentation, évaluation, qui est savoir, savoir-faire et savoir-être. Ouais. Et c'est de même que c'est pour ça que je reste sur le terrain. Je dis, je pourrais juste enseigner à l'université, mais non. Ben, ben, c'est un avantage en tabarouette là, de pouvoir, tu sais, de pouvoir amener toute cette connaissance-là. Qu'est-ce que tu vois en bout de ligne, le produit final? C'est quasiment comme tu sais, un profil. Hein, tu sais, des conseillers Oui, scolaires, ils développent un profil de tu sais, à quoi a l'air un élève quand il a fini de passer à oui, travers notre système. Là. Mais toi, tu es comme tu es là, là. Fait que tu es oui, capable de nous ramener ça puis dire. Parce qu'une fois qu'ils sont partis, là, tu sais, à moins qu'on les piste, on n'a oui. peut-être pas vraiment une idée ou s'ils restent dans la communauté, on les voit aller. Oui, là, on peut le savoir, mais sinon. Tu sais, ces observations-là que tu nous apportes, c'est extrêmement précieux par rapport à quel type de produit qu'on est. Je dis produit entre guillemets, Oui, là. Ceux qui nous écoutent, ils ne me voient pas faire des guillemets avec mes doigts, mais oui. tu sais, c'est quoi vraiment le produit qu'on est en train de mettre sur le marché, là, entre guillemets, encore une fois, là, tu sais? Parce que nous autres, on a besoin de savoir tu sais, comment on peut s'ajuster si c'est pas peut-être qu'est-ce qui est plus bénéfique selon qu'est-ce que le marché de travail est en train de nous dire. Et voilà, tu l'as bien dit, tu l'as bien résumé. L'objectif, c'est de développer des compétences. Après, c'est l'enfant qui va, avec sa motivation, qui va choisir son propre chemin. Alors nous, ce qu'on a comme responsabilité, c'est des outillés et non de tout le temps évaluer juste la performance parce que c'est pas une variable qui est valide en ce moment. La fiabilité de la performance n'est pas, je peux vous le garantir comme prof Hmm. universitaire. Il y en a qui Hmm. avaient des grosses moyennes, puis arrivent à l'université, puis ça fonctionne pas, là. Ouais. Pourquoi? Parce que ce qu'on leur demande, ils ne l'ont pas appris, ils ne l'ont pas Hmm. développé. Donc, c'est un peu pour ça que je continue à faire ce travail-là. C'est un travail tellement important. Merci pour ça. Merci en tout cas pour toutes les fois que j'ai travaillé avec toi. C'est toujours un apprentissage pour moi. Je te souhaite de continuer parce qu'on a besoin puis le travail que tu fais il est vraiment important. Donc, docteur Stéphane Bond, merci beaucoup d'avoir été mon invité ici au podcast aujourd'hui. Ben, écoute, ça m'a fait plaisir, puis bonne journée à tous. Merci. Salut.